Comme d'habitude, je ne sais pas par quoi commencer. Ça fait 460 épisodes, que c'est chaque fois comme ça. Je me demande par quoi commencer. Par le menu, peut-être, et commencer surtout par la présentation de mes petits camarades du jour. Pour ce 460e épisode, nous sommes avec Aurélien. Salut Aurélien. Salut. Et de l'autre côté, nous avons Sébastien. Salut Sébastien. Salut, salut à tous. Il sourit un petit peu parce que ça fait déjà un moment qu'on discute. Déjà, lui, il s'est endormi avant l'épisode, donc ça, on a pris un peu de retard, hein, ça il faut le dire. Et puis on a eu un faux départ. Voilà, on peut le dire aussi, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ah mais voilà. Aujourd'hui, quand ça veut pas, ça veut pas. Non, c'est juste avant, je me réveillais pas. Le fond qui me tombe dessus. Enfin, exact. Et le faux départ. Je ne sais, si on réussit ce numéro, tout fout le camp. Les gars. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais tout fout le camp. On a un épisode comme d'habitude chargé en émotion, c'est déjà le cas, mais en info aussi. On parlera avec Sébastien et Aurélien d'ici quelques minutes. On parlera de feux de forêt, on parlera de chauffage d'un nouveau genre, avec des gens qui peuvent se permettre de faire des chauffages d'un nouveau genre. On parlera également de nos données personnelles. On parlera également de charnières dans le monde du smartphone. Et bien entendu, on parlera de différentes autres choses, parce que moi aussi, j'épingle des informations. Vous le savez peut-être depuis le début de cette saison, je garde sous le coude quelques infos. J'en profite, avant de commencer et avant de justement ouvrir le bloc-notes, pour vous remercier, vous qui vous êtes déjà abonnés à notre infolettre. Si vous voulez vous inscrire, vous allez simplement sur notre site lestechno.be, vous allez voir, il y a une petite case dans laquelle vous introduisez simplement votre adresse mail et vous serez abonné, et vous ne recevrez qu'un mail par semaine le vendredi pour être notifié tout simplement de la sortie des nouveaux épisodes, mais aussi recevoir le fruit de notre veille technologique de la semaine, tel qu'on le faisait auparavant sur les réseaux sociaux. Plutôt que de donner ça aux réseaux sociaux, on préfère vous le donner à vous via cette infolettre, et comme ça vous aurez vraiment un panel d'informations tel que nous la voyons. On ne peut pas parler de tout dans le podcast, alors on partage quand même ces quelques liens avec vous chaque semaine. Est-ce que l'un d'entre vous voulait pour sa défense rajouter un truc avant que j'ouvre le bloc-notes? Oui. Ouais, alors, parce qu'on reçoit souvent des messages sympathiques, mais cette semaine-ci, on en a reçu un long sympathique. Oui. François. On salue tous très amicalement. Oui. C'est très sympa, et on aura, à mon avis, l'occasion de se reparler. Je vais déjà lui répondre gentiment dans les j'allais dire les heures qui viennent, mais non, ce sera plutôt peut-être les jours qui viennent, parce que j'ai eu le plat du temps un petit peu chargé ces derniers temps, mais on en reparlera certainement, et merci en tout cas pour vos messages de manière générale, qui nous font toujours bien plaisir. Si vous le voulez bien, bloc-notes. Parce que moi aussi, je note des trucs pendant la semaine dont j'aimerais bien que l'on parle. Comme par exemple de ceci, si vous avez reçu une nouvelle carte de banque, vous avez sans doute remarqué une encoche inhabituelle. C'est pas un défaut de fabrication, cette encoche est une réelle utilité. Derrière cette petite encoche, l'utilité est la suivante, c'est de rendre la carte plus facilement identifiable parmi d'autres types de cartes, comme les cartes de fidélité, d'identité ou encore le permis de conduire. Mais d'autres avantages, il y a également, et pas des moindres, c'est d'aider les personnes malvoyantes à identifier le sens de la carte afin de l'insérer correctement dans le distributeur de billets. C'est d'autant plus utile que les nouvelles cartes, depuis quelques temps maintenant, n'ont plus de caractère en relief. Ça, j'imagine que vous l'aviez remarqué. À l'heure actuelle, les cartes de crédit ont des encoches arrondies, les cartes de débit des encoches carrées et les cartes préparées des encoches triangulaires. Personnellement, j'ai pas encore cette carte. Peut-être que vous, oui. N'hésitez pas à nous le faire savoir si c'est le cas. Et en tout cas, dans tout état de cause, les 2,2 milliards de personnes malvoyantes dans le monde, à mon avis, disent merci aux fabricants de cartes. Sébastien voulait nous dire un truc à ce sujet, me semble-t-il. Alors, si tu veux que je te le dise, j'en ai déjà des cartes avec des petites encoches. Super. Donc ça se déploie en Belgique sans problème, et je pense que c'est ING qui en a déjà déployé chez nous. Mais c'est certainement pas la seule banque. Non, je pense pas. Ouais. Et alors c'est positif, c'est sympathique de penser une fois aux aveugles pour là-dessus, aux malvoyants, mais il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus compliquées par contre qui arrivent, c'est dans les terminaux de paiement. Où la plupart des outils de paiement futurs ou futurs proches sont des terminaux de paiement tactiles,
Donc le tactile a quand même, voilà, c'est génial. C'est pas très ergonomique pour les personnes qui ont. C'est génial pour l'usage qu'on peut en faire, parce que effectivement, tu peux faire beaucoup plus d'utilisation que sur un truc avec juste un pavé numérique. Tu as un écran complet où tu peux avoir des interactions. Mais effectivement, pour les personnes malvoyantes ou totalement aveugles, c'est beaucoup plus difficile à utiliser. Donc voilà, il y a encore des challenges dans le monde du paiement et dans le monde des cartes à puce pour les prochaines années. Un truc, j'ai vu le doigt d'Aurélien se lever à un moment donné, mais c'était peut-être juste pour râler vers son oreille, se gratter, ou pas? Non, c'était une petite correction. Il est très rare qu'une personne malvoyante ou aveugle ait du mal à discerner la différence entre sa carte de crédit et son permis de conduire, mais c'était juste... Oui, je me doute que on est bien d'accord, mais c'était de manière générale pour tous ceux qui mettent la main dans la poche pour le retrouver, pour pas se tromper. T'as tout à fait raison. C'est une parce que le permis de conduire, ils savent très bien que c'est pas la même taille. c'est la raison, évidemment. Parce qu'il est rose. Oui, en plus. La NASA développe une nouvelle norme temporelle lunaire prévue pour 2026. Les théories de la relativité d'Albert Einstein expliquent que le temps s'écoule plus rapidement sur la Lune en raison de sa gravité plus faible. Ce projet international vise à coordonner les futures missions lunaires, notamment dans le cadre du programme Artemis. Les objectifs du nouveau système de temps lunaire de la NASA incluent en 1, la fourniture d'une référence temporelle précise pour coordonner les opérations et les activités sur la surface de la Lune. En 2, assurer la précision et la sécurité des missions habitées et des opérations spatiales à venir. En 3, être adaptable pour d'autres corps célestes dans le futur, comme par exemple Mars. Et en 4, finalement, travailler avec des acteurs gouvernementaux, des partenaires et des organisations internationales pour établir des normes temporelles cohérentes. Ce système appelé Coordinated Lunar Time, LTC, est donc essentiel pour les futures missions d'exploration spatiale et particulièrement en vue d'établir une présence humaine durable sur la Lune et à préparer les futures explorations vers Mars. L'Empire du Milieu prévoit de construire elle aussi une base lunaire au pôle sud de la Lune avec dans une dizaine d'années. Oui, faute d'avoir la même base de temps que la NASA, ils seront donc en retard. L'objectif de la Chine est d'établir un réseau complet de stations lunaires d'ici 2050, assurant une présence constante à la surface de notre satellite naturel. Le projet de base lunaire chinoise appelé ILRS est un projet international impliquant la Russie, des gens sympathiques, la Biélorussie, sympa, le Pakistan, l'Azerbaïdjan, le Venezuela, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nicaragua, la Thaïlande, la Serbie et 2 agences spatiales, l'une croate et l'autre colombienne. La construction de la base lunaire se fera en 2 phases, avec une première phase en 2030 et l'autre... la première phase juste de 2030 à 2035 et on imagine la seconde de 2035 à 2050 par voie de conséquence. Sébastien, vous voulez rajouter un truc sur ce sujet rapidement? Oui, j'espère qu'ils ne commanderont pas des beepers en Israël. Non, c'est peut-être... c'est une idée, mais non, c'est peut-être pas, il faut peut-être pas. Les centres de données appartenant à Google, Microsoft, Meta et Apple émettent probablement 7,62 fois plus de CO2 que ce qui est officiellement annoncé. Les grandes entreprises technologiques sous-estiment les chiffres réels de leurs émissions de carbone en utilisant des certificats d'énergie renouvelable. La demande en électricité des centres de données devrait doubler d'ici 2030, notamment avec le développement, vous le savez, de l'intelligence artificielle, ce qui va encore augmenter leur impact carbone. Sébastien, pour conclure ces premières informations issues du bloc-notes, tu voulais dire un truc encore ou pas ? Oui, alors, c'est le vieux qui radote, mais à tout dev ou assimilé qui nous écoute ou qui nous écouterait aussi, vous aider. Il y a un truc qui est vraiment très important et qui a un impact majeur et qu'on ne parle jamais dans tous ces trucs. Optimisez votre code. Si on optimise le code, on va consommer 100 fois moins de ressources. Voilà. C'est la base de la base. Mais il faut que tout le monde le fasse. C'est comme toute économie d'énergie et voilà. Et ça prend du temps, mais l'impact est énorme économiquement, écologiquement, etc. Il faut optimiser son code. Et c'est satisfaisant. Il faut toujours dire ça. C'est satisfaisant. C'est un truc un peu à la mode. Des gens comme David et moi, David aussi est un très bon et un dev d'une certaine expérience. On ne reprend jamais un vieux code sans se dire qu'on le rend plus efficace.
C'est Linus Torvalds, je pense, qui dit toujours quand vous ouvrez le code, il faut le rendre meilleur, sinon ça sert à rien, quoi que vous fassiez. Il nous a copié. Voilà, je pense que je paraphrasais, mais c'était un peu le sens de l'idée, je pense. Donc ça va dans le même sens. Donc c'est très très bien. Seb, puisque tu vas nous parler de Google qui s'attaque aux feux de forêt grâce aux constellations de satellites. Comment vont-ils procéder, Seb ? Facile, ils vont lancer des satellites, ils vont faire des photos, ils vont faire de l'IA, et ils vont alerter les gens. Comment, quoi qu'est-ce ils vont participer à une alliance qui est le Earth Fire Alliance, qui a pour but, comme son nom l'indique, assez facilement du coup, pas de foutre le feu à la Terre, mais de lutter contre tous les feux sur la Terre, parce qu'effectivement, on se dit que dans tous les problèmes climatiques actuels, les feux de forêt sont un problème fondamental, et au plus tôt on va le détecter, au plus tôt on va pouvoir effectivement agir et réduire l'impact, c'est-à-dire réduire les feux, réduire les dégâts, etc. Et donc c'est une alliance avec un certain nombre de sociétés plus ou moins connues, des fondations Muon Space, Moore Foundation, etc., et Google qui met deux choses, des brousoufs dans le projet. C'est peu de brousoufs pour le truc, ils mettent que 13 millions. Mais je les ai pas non plus, ils les mettent, c'est déjà un bon truc. Et puis ils mettent le focus sur ce projet aussi, parce que avant le fait que Google en parle, je pense que peu d'entre nous avaient entendu parler de cette initiative, et ils mettent aussi à disposition effectivement des outils pour faire de l'IA, parce que donc ces satellites sont en orbite basse, donc encore quelques satellites en plus, ce seront les FireSat, très original. Et donc ces satellites qui vont commencer à être déployés l'année prochaine et qui prendront plusieurs années à être totalement déployés, seront en orbite basse et pourront détecter des feux qui seront à partir de la taille d'une petite classe, c'est-à-dire 5 mètres sur 5 mètres, et ils disent, si tu sais détecter un feu sur une surface de 25 mètres carrés, si vous comptez bien, à partir de là, on peut alerter les différents gouvernements, agir sur place, et donc potentiellement réduire grandement les dégâts. Et ce seront des images à très haute résolution qui vont être prises toutes les 20 minutes. Et toutes les 20 minutes, ils vont pouvoir réanalyser en disant « Oups, est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de brûler ?» Si oui, on alerte la France, l'Espagne, les États-Unis. Et donc c'est une initiative mondiale pour lutter contre les feux. Après, j'ose espérer qu'on ne regardera que les feux et qu'il n'y a pas de dérive, machin. On peut avoir plein de paranoïa sur le truc. Mais en Europe, il n'y a pas un été où on ne pleure pas parce qu'il y a des hectares qui sont partis dans le sud de la France, en Espagne, en Portugal, ou que sais-je. Et donc, si effectivement on peut éviter ce genre de catastrophes humaines, écologiques, économiques, etc., franchement, je tire mon chapeau à nos amis de financer, de participer à ce genre de projet. Puis ça va remplacer quelque part le métier, aussi c'est un métier de guetteur, parce que maintenant c'est ça la technique, c'est des gens qui sont sur des miradors et qui scrutent l'horizon. Je pense que dans certaines régions ce sont même des bénévoles, je pense, qui font ça pendant les périodes les plus chaudes évidemment, et qui signalent une fumée. Et quand il y a fumée, c'est qu'il y a déjà feu. Donc, et vu les distances, c'est déjà un gros feu, si ça se trouve. Et pour les signaler, et essayer d'envoyer le plus vite possible les équipes sur le terrain, ça peut avoir un immense avantage évidemment, et d'intervenir le plus tôt possible, on l'imagine, évidemment. Alors, peut-être que la prochaine étape, ce serait d'avoir on n'y est pas encore, mais des robots pompiers, parce que fondamentalement, il y a des zones qui sont à risque en Europe et ailleurs dans le monde, mais on les connaît plus ou moins. Tu le disais très bien, il y a des guetteurs. Si demain tu as des drones qui peuvent apporter de l'eau rapidement de manière totalement autonome, peut-être qu'effectivement on pourrait encore réduire et agir plus rapidement. Maintenant, on n'y est pas encore, mais aujourd'hui c'est toujours des hommes qui vont risquer leur vie pour ça. Mais j'espère que la techno pourra nous aider sur ce genre de choses, parce que voir
des hectares brûlés, c'est pas exceptionnel. Mais j'ai un dernier point là-dessus. Il y a eu des énormes feux en Australie il y a 3-4 ans qui ont ravagé des milliers et des milliers d'hectares. Et des koalas. Et finalement, excusez-moi. Et des koalas. Les koalas, oui. Alors les koalas, oui, ils sont réfugiés. Ils ont réussi à sauver pas mal la faune. La flore a complètement grillé. Mais sur ce coup-là, les Australiens sont contents parce que la flore a repoussé extrêmement vite. Ils sont en train d'analyser pourquoi elle a repoussé. La nature reprend ses droits. Oui. La nature, comment ça s'est passé? Alors ils se disent que ils estiment, mais c'est toujours que si ça arrive plusieurs fois, alors effectivement, à un moment, la nature, elle va se dire, maintenant, fourte, t'auras juste un désert, les gars. Mais pour le moment, ça a marché super bien, et ça a résolu un problème fondamental en Australie, c'est qu'ils avaient une infection par un champignon qui a complètement grillé dans l'incendie, et du coup maintenant toute la végétation est clean en un coup. Donc de là à se dire une fois de temps en temps tu rases tout, bon, peut-être quand même pas déconner non plus, mais dans ce cas-ci en Australie ça avait été bénéfique, mais il y a eu des dégâts colossaux. Disons que c'est moins peuplé aussi en Australie, dans ces régions-là, enfin densément peuplé, et donc voilà, que clair. Chez nous, où c'est vite, les villes et les villages sont vite atteints aussi, et donc l'idée c'est de protéger aussi les gens qui vivent à proximité de ces foyers. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, faites attention aux vidéos qui circulent pour l'instant, il y en a une particulièrement impressionnante de drones pompiers, de drones volants, qui supportent un énorme tuyau jusqu'à peut-être le 25e, 26e étage d'un immeuble soi-disant en feu, et qu'il l'arrose abondamment pour l'éteindre. C'est un fake, c'est une vidéo pipotée, ce serait magnifique si c'était possible, mais vu la hauteur de l'immeuble, la taille du tuyau, on considère quand même que c'est plusieurs centaines de kilos de flotte à pomper vers le haut déjà, ou à propulser plutôt vers le drone, et puis en plus il faut encore supporter la pression de l'eau qui est renvoyée par le drone vers le foyer, et donc c'est techniquement c'est magnifique à regarder, mais techniquement c'est fort peu probable, en tout cas, que ça se produise maintenant et de cette manière-là. Voilà, je fais juste la parenthèse. Si vous avez vu ce genre de vidéo, évidemment, vous penserez à moi, ou à nous plutôt. Aurélien, tu voulais rajouter un truc pour conclure, peut-être? Oui, je m'interroge sur les technos qu'ils utilisent. Est-ce que c'est de la thermographie infrarouge? Est-ce qu'il y a de la fusion de données avec de la prise de photos? Parce que franchement, dans les pinèdes et autres, quand le feu est ras... quand ça couve. Quand ça couve... est-ce qu'ils arrivent à détecter de la fumée qui, voilà, parce qu'il y a plein de sites industriels où il y a des surfaces de plus de 25 mètres carrés avec une grosse température. J'en suis certain. Donc, il y a aussi des foyers qui courent sous la terre, sous les, voilà. Ça, vous irez voir l'article. On vous a mis, comme toujours, un lien qui va bien, puisque Google est dans le coup. Ils ont prêté un blog pour le faire. leur petite contribution. 13 millions le blog. Donc il y a un blog et tout est semble-t-il expliqué. Il y a une petite vidéo, j'ai pas eu le temps personnellement de la regarder, mais à mon avis il y a quand même quelques détails sur la manière dont ça s'opère. Si vous avez des questions sur la chose, n'hésitez pas à googler justement, peut-être nous envoyer un petit message, et si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas aussi à les communiquer avec nous. Et puis on termine là. Oui. Si, alors qu'on a des viticulteurs, alors si par contre peut-être qu'on a aussi des pompiers, si on a des pompiers qui veulent nous envoyer des messages ou donner des informations dans les commentaires. Vous avez remarqué que Sébastien aime bien les pompiers. Voilà, c'est bizarre garçon. Autre sujet, autre chroniqueur, Aurélien, tu vas nous parler de taille. Plus c'est gros, plus c'est efficient. On parle d'une chaufferie, en l'occurrence. Exactement. Voilà. La chaufferie collective. Je sais pas si c'est très répandu. Moi, je connais à Helsinki, il paraît. À Helsinki, ils ont des réseaux de chaufferie partagés, on va dire, multi-immeubles. Oui. Mais pas qu'à Helsinki, il y en a. Non, il y en a un peu partout. Aux États-Unis, il y en a aussi. Oui. D'accord. La news, en tous les cas, c'est que concerne Helsinki, qui est quand même une ville de taille respectable, qui en 2026 va mettre en service un chauffage urbain d'une taille relativement conséquente, parce qu'il ne fait pas super chaud chez eux. Et donc, ils vont mettre en service la plus grosse pompe à chaleur RO.
Alors, vous connaissez les clims domestiques alors vous avez des RR et lorsque vous avez les fameux blocs qui vous envoient de l'air chaud, et puis vous pouvez avoir RO où vous réchauffez de l'eau avec les calories de l'air et vous les faites circuler dans vos chauffages, chauffage centraux, voilà. Et donc cette pompe à chaleur, elle pourra fonctionner jusqu'à une température extérieure de moins 20 degrés et elle alimentera quand même 30 000 foyers. Ça fait quand même un sacré réseau. Elle produira 200 gigawattheures par an. Et alors, il y a plusieurs innovations. Déjà, le fluide réfrigérant, ou le gaz réfrigérant, ça sera du CO2. Ce qui fait que, voilà, si jamais il y a une fuite, on jettera du CO2 dans l'atmosphère, mais c'est moins de la cochonnerie que les gaz, même si maintenant les gaz sont très très réglementés dans ces domaines-là. En tous les cas, ça aura un impact bien plus clean sur l'environnement. Ouais. Alors il y a deux sociétés qui vont intervenir. Elle va être la société Ellen Oy, O-Y, et puis MAN. MAN, vous devez connaître, c'est les camions. Alors, voilà, c'est pas la société des camions, mais ça fait partie du même groupe qui installe des très gros systèmes électriques. Et donc c'est eux qui vont participer à la mise en service. Donc le but, c'est de réduire de 26 000 tonnes par an, réduire de 26 000 tonnes de CO2 par an la consommation des systèmes de chauffage de la ville d'Helsinki. Et puis l'autre innovation, c'est que le compresseur qui est utilisé, c'est un compresseur sans huile, complètement scellé. Alors je sais pas, c'est pas écrit dans l'article, j'ai un peu fouillé, j'ai pas trouvé comment il fait, mais en tous les cas, il y a le compresseur n'utilise pas d'huile. Et voilà, ça permet une meilleure efficacité. Alors, il faut savoir que ces systèmes de chaufferie collective qu'on peut retrouver dans différentes villes, l'objectif, c'est d'avoir une grosse station centrale, la plus grosse possible. Et donc, du coup, tout ce qui est perte, on a un rendement en termes entre l'énergie qu'on injecte et puis l'énergie qu'on récupère, qui est très très élevé. Parce que il n'y a pas toutes ces petites pertes qu'on peut avoir chacun si on avait une clim chacun chez nous. Et après, il y a un réseau qui distribue toute la vie. Alors, j'ai essayé de faire le parallèle un peu avec une ville que je connais bien, puisque j'y habite, la ville de Compiègne. À Compiègne, il y a une chaufferie qui est assez connue, parce que en 2021, elle a été complètement rénovée et par Engie, et elle est alimentée par du bois, du pellet, des déchets de scierie, les déchets des palettes qu'on ne peut pas réutiliser. D'accord. 65% du recyclage passe là-dedans. Et nous, ce chauffage collectif, cette chaufferie, elle a été mise en service en 1966. Vous voyez que ça fait 60 ans qu'elle tourne. Non, alors, 58 ans. Oui, c'est important pour moi. C'est important pour moi de le dire. Marc, d'ailleurs, en commentaire, si vous voulez souhaiter un bon anniversaire à Marc, qui vient d'avoir un certain âge cette année. L'âge d'une chaufferie. Voilà. Et donc, grâce à cette modernisation qui a eu lieu en 2021, on alimente beaucoup, pas 30 000 foyers, mais nous on alimente 7 000 foyers ici, la ville est plus petite forcément, et on économise 12 000 tonnes de CO2, ce qui fait quand même le rejet de 7 000 véhicules par an, de l'équivalent de 7 000 véhicules routiers par an. Donc je trouve que on devrait beaucoup plus réfléchir, notamment sur les bâtiments collectifs, à se raccorder à une chaufferie centrale dans des villes de taille moyenne, évidemment. Et là, plus la ville s'étend, plus on peut étendre le réseau. Et le coût, à mon avis, est quand même beaucoup plus faible. Et notamment, le coût, ces derniers mois, là, on a connu une grosse variation des coûts de l'énergie. Nous, ici... les gens qui se font chauffer par la chaufferie municipale, ils connaissent pas cette hausse parce que le bois, le déchet de sciure, tout ça, ça dépend pas d'EDF. Donc
Donc, puis jouer la carte de la collectivité aussi, ça lisse aussi les dépenses et ça permet de se projeter sur une plus longue durée, etc. Donc il faut jouer la carte du collectif quand on est en milieu urbain. Évidemment, c'est plus facile qu'à la campagne, on est bien d'accord. Mais c'est quand même couillon d'habiter tous le même endroit ou la même rue ou même voir le même immeuble et de la jouer tous dans son petit coin avec son petit système à lui. Et voilà, il y a peut-être moyen de faire des économies d'échelle en jouant la carte du collectif. Je vois Sébastien pensif. Je vois Sébastien l'œil pointé vers le ciel et s'interroger. C'est comme ça qu'il fait. Il fait ça. Tout à fait, Thierry. Alors, ouais, sur deux trucs. Alors, c'est génial le collectif, mais c'est pas les choses qu'on peut mettre en place dans une ville existante. Parce qu'il faut ouvrir tous les trottoirs pour amener quelque chose. Donc c'est très difficile à faire. Et c'est très cher. C'est très cher à mettre en place. Donc, ça me semble assez difficile, le système à généraliser. Par contre, je suis assez surpris sur la photo du truc. À part que ça ressemble vraiment à une arme du futur. C'est énorme. Mais ça a pas l'air. On a mis le lien, donc. C'est parce qu'il est loin que ça. Non, c'est parce qu'il est loin. C'est pour ça qu'il a l'air petit. C'est une machine électrique qui entraîne un compresseur. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Hein. Donc, il y a pas les tailles, mais bon, à mon avis, tu peux pas le mettre dans ton salon quand même. Hein. Non, je pense pas. Non, mais pour 30 000 maisons, j'ai une pompe à chaleur pour une maison, et elle fait quand même déjà une certaine taille. Mais ce qui fait la taille, c'est la zone d'échange. Déjà 500 kilos. C'était le leitmotiv du truc. Hein. Plus c'est gros, plus c'est efficient. On y revient. Voilà. Oui, c'est pas si une question de taille. C'est logique, quelque part. Il est peut-être temps de passer à la deuxième partie du bloc-notes. Ça aurait du sens, si vous voyez ce que je veux dire, parce que j'ai perdu ma conduite. Ah, elle est là, je l'ai retrouvée. Le bloc-notes, la suite. Un camion semi-Tesla s'est enflammé après un accident en Californie. L'incendie a nécessité, tenez-vous bien, 190 000 litres d'eau et le largage de retardateurs de feu depuis un avion pour être finalement éteint. Le NTSB, donc l'organisme indépendant chargé d'enquêter sur les accidents de transport aux États-Unis, enquête donc sur les risques posés par les incendies de batteries au lithium-ion. Le NTSB, toujours, avait déjà précédemment conclu que les incendies de batteries posent des risques pour les pompiers et autres premiers intervenants, ce qui a donc une fois de plus été réaffirmé par cet incident. Renault, la marque Renault présente le Z-Flex Van Ivan. Je vais le refaire. Z-Flex Ivan. C'est un utilitaire électrique conçu donc pour la livraison avec un design inspiré de la fameuse Estafette, rappelez-vous, produite à partir de 1959. Cet utilitaire intègre des innovations comme la possibilité de le reconfigurer à l'aide d'un logiciel. Le véhicule est prévu pour permettre de réduire les coûts d'exploitation d'environ 30%, dit-on. Le Z-Flex Van. Z-Flexivan, ils auraient pu trouver Estafette, c'était bien pour ça. Z-Flexivan a été conçu pour répondre aux besoins des livreurs et donc il est équipé de portes coulissantes, on s'en doute. Je vais pas vous faire l'article plus que ça. C'est typiquement le véhicule de livraison des derniers kilomètres, comme on dit. La production du... Pourquoi je l'ai mis 7 fois dans le texte? La production des Z-Flex Ivan est prévue pour 2026 et la réutilisation du nom Estafette, que je trouve moi personnellement beaucoup plus pratique et beaucoup plus prononçable, n'est pas encore officiellement confirmée, dit-on. Aurélien, tu avais des informations à ce sujet ou une réflexion à faire, je pense? Oui, alors ça ressemble pour le... je sais pas si vous voyez, je crois que c'est UPS qui a certains camions où il y a, le conducteur a donc à son siège et il y a une porte pour accéder à l'arrière et en fait, le conducteur, le livreur, il peut aller directement chercher le colis en restant derrière. Et en fait, l'idée de ce véhicule, c'est d'avoir et souvenez-vous, l'Estafette, c'est un véhicule qui était assez haut, et très court. Et donc, un peu comme les K-Cars au Japon, là, c'est un véhicule où on peut rester debout. Il y a 2,50 m de plafond, je crois, pour que le livreur, sans sortir et sans faire le tour du véhicule, reste à l'intérieur, puisse accéder à l'arrière, prendre le colis et vous le donner par la fenêtre passager. Je trouve que l'idée est pas bête, surtout si c'est un véhicule haut et pas très long. Non, c'est bien pensé. Et voilà, bon, à part le nom, c'est bien pensé. Oui, le nom par contre, on s'en serait passé. Non mais garde Estafette, c'est très bien. Mais c'est bien Estafette. Ça et après la R5 électrique, ils peuvent faire Estafette. Bien sûr, évidemment. Seb.
Ouais, alors c'est super bien pensé, sauf que quand tu fais une hauteur de 2,59 m, il y a beaucoup d'endroits où tu vas pas pouvoir passer. Hein. Non, on est d'accord, mais c'est pas le but non plus d'aller dans des endroits où n'importe quelle camionnette fait plus de 2 mètres, hein, donc donc voilà, c'est bon, voilà. Oui, c'est clair, mais bon, il faut quand même... Si tu veux transporter des trucs à un moment donné un petit peu volumineux, il faut bien les mettre quelque part, ces trucs volumineux. Hein, ça ressemble à une ambulance, en fait. Ben, tu pourrais mettre des gens dedans, mais debout. Debout. Ils transportent debout. C'est des gens qui n'ont pas de problème de jambes. On peut avoir des problèmes de bras, de tête, mais pas de jambes. Voilà, comme ça, c'est très clair. On vous met je vous mettrai peut-être le lien. Oui, c'est jaune pour l'instant, mais je vous mettrai le lien peut-être pour que vous puissiez voir vous-même. Ou simplement vous tapez. C'est très simple. Vous tapez dans Google, vous tapez Z-Flex Ivan. Je suis arrivé à le dire, je suis assez content. La sonde Voyager 1 lancée il y a près de 48 ans maintenant a rencontré un problème technique avec ses propulseurs, risquant de perdre son alignement avec la Terre. Les ingénieurs de la NASA ont dû effectuer une manœuvre délicate pour réactiver un propulseur de secours, ce qui a nécessité de couper d'autres systèmes non essentiels. Bien que cette opération ait réussi, la NASA souligne que la sonde Voyager 1 approche de la fin de sa durée de vie utile, tout nouveau problème technique risquant d'être fatal. Je rappelle que la sonde Voyager 1, lancée par la NASA en 1977 pour les Belges et les Suisses, est actuellement à environ 24 milliards de kilomètres de la Terre. Les signaux mettent environ 22 heures à faire l'aller-retour en raison de cette grande distance. Pas facile pour communiquer. Voyager 1 est l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre et continue à s'éloigner à une vitesse d'environ 17 km par seconde. Elle a officiellement quitté l'héliosphère, la région dominé par l'influence du Soleil, en 2012, entrant ainsi dans l'espace interstellaire. J'entendais la voix, des bribes de voix de Sébastien qui voulait dire un truc, non? Oui? Non, c'est moi. Faudrait changer la ça laisse rêveur, quoi. Ça laisse rêveur dans un projet, même d'un point de vue professionnel, tu as un projet qui est 40 ans après, est toujours en cours, et qui sont toujours, tu récoltes seulement encore des données de ce que tu as lancé. J'étais même pas né. Toi, moi j'avais 10 ans, j'avais 10 ans. Voilà. Et on est déjà à Voyager 42, mais ils sont toujours autour de la Terre. Voilà. Non, c'est exceptionnel. Non, mais c'est exceptionnel. Et on continue à le comprendre et à le suivre. Donc c'est une techno qui a 40 ans aussi. Oui, c'est à l'époque, on était quand même avec les cassettes qu'on rembobinait avec les bics. Hein. Pas encore tout à fait. Hein. 48 Même ans, pas encore. 48 ans, 48 ans. Oui, il y avait les cartridges, c'était pas les cassettes telles qu'on les a connues, les cassettes de chez Philips, en fait, c'était les cartridges 8 pistes qu'on mettait dans les... Aurélien, tu voulais rajouter un petit truc rapide ou pas Non, c'est une connerie, il faut vérifier la distrie quand tu fais beaucoup de kilomètres comme ça. Oui, sans doute qu'il faut changer la courroie à un moment ou un autre. C'était une chaîne à l'époque, ça tenait mieux. Samsung travaille sur un smartphone, ça m'énerve bien, avec un écran enroulable de 12,4 pouces prévu pour la seconde moitié de 2025. Personne n'a encore vu cet écran, mais certains journalistes le qualifient déjà d'impressionnant, comme si la taille ça faisait tout. Ce smartphone serait le premier du genre à être commercialisé, positionnant Samsung comme le pionnier de ce nouveau design d'écran flexible. Le Coréen doit relever de nombreux défis techniques liés à la durabilité, la résistance et l'intégration de la caméra sous cet écran qui s'enroule. Parallèlement, Samsung se concentre aussi sur la réduction des coûts de production afin d'augmenter ses profits. Le développement de ce projet représente un pari audacieux pour Samsung pour se démarquer face à une concurrence croissante sur le marché des appareils à écran pliable. Huawei a d'ailleurs présenté un écran avec 2 charnières. Aurélien, tu vas nous en parler d'ici quelques instants, mais sur le Samsung, tu avais quand même un truc à dire. Ouais, c'est le retour du parchemin. Oui, quelque part, c'est un peu ça. Il y avait aussi un film, ça se passait sur Mars, si je ne dis pas bêtises, et donc les astronautes qui étaient sur Mars avaient leur carte, ils la dépliaient comme ça aussi, comme un parchemin, tu vois, ou comme la Torah, si tu veux, 2 rouleaux, quoi. Voilà. Plus sérieusement, d'après ce... on va en parler après, mais d'après ce que j'ai vu, Samsung a un peu... et serait en retard sur le côté pliable, donc pourquoi pas tenter une autre techno ou une autre façon d'avoir un grand écran dans la poche. Oui. Je sais pas. Bah 12 pouces, c'est déjà une tablette, hein, une belle tablette. Oui, mais je vais en parler après. On est tous sur les mêmes problématiques. Effectivement. T'as raison, ne nous avançons pas, ne nous avançons pas trop, on va en parler après.
Mais d'abord, la mort. Ça va tous nous arriver à un moment ou à un autre. Il faut qu'on s'en rende compte, et plus le temps passe, et à chaque anniversaire, pensez-y, un jour nous ne serons plus là. Par contre, nos données, elles, vont perdurer. Il paraît que quand on met quelque chose sur Internet, ça ne disparaît jamais, donc on laissera quelque chose de nous, ad vitam aeternam, comme on dit dans ces cas-là. Notre empreinte numérique en question, Sébastien, tu voulais parler de nos données après la mort. Tout à fait, Thierry. Et donc, la fatigue. Ouais. À la Bondo. Et donc, tu peux même effectivement avoir des surprises quand c'est ton anniversaire, d'avoir des messages de gens que tu pensais même être morts, mais qui se ressuscitent, n'est-ce pas, Marc? Et donc, c'est un problème. Alors, c'est pas un sujet pur actu, mais j'ai profité d'une étude ici de Kaspersky pour une mini sensibilisation sur effectivement les données après la mort, parce que c'est quelque chose dont on prend assez peu conscience en vivant, hein, parce que on a tous des comptes sur les différents réseaux sociaux, pas tous, mais et pas sur tous non plus, heureusement, mais si on prend les grands trucs, LinkedIn, Twitter, Facebook, X, c'est la même chose, hein, mais on s'entend, etc., etc. Et une fois qu'on meurt, quid de ces accès, parce que souvent on a mis maintenant des mots de passe forts, des doubles authentifications, des trucs un peu costauds. Il y a 20 ans, c'était pas un problème. Déjà, on n'avait pas tous Internet. Mais en plus, si on mettait un mot de passe à 4 chiffres, 1, 2, 3, 4, tout ça passait sans problème, et on pouvait utiliser le même partout. Hein, aujourd'hui, c'est plus le cas, donc c'est quand même à devenir un petit peu plus compliqué. Et donc, il y a deux parties. Il y a la première où effectivement, comment seront utilisées nos données après la mort. Et là-dessus, il y a toute l'étude. C'est plus facile qu'Estafette pourtant. Hein, toute l'étude de Kaspersky qui revient sur des pourcentages dont je ne vais pas vous abreuver sur ce que les Français pensent sur l'utilisation de nos données après la mort, pour reconstituer des profils avec l'IA, etc. Voilà, la plupart on a déjà parlé de ça. Voilà, la plupart des gens la moitié sont plus ou moins OK avec oui, après la mort, on peut encore en faire quelque chose, on peut recréer des profils, on peut continuer. Maintenant, aujourd'hui, on pourrait refaire des vidéos avec un mort qui pourrait reparler, donc des usurpations d'identité de mort. Donc effectivement, c'est étonnant, si tu as ton papa qui est décédé, qui un coup t'envoie un message de bon anniversaire, c'est clair que ça peut faire flipper. Mais on n'est plus dans la science-fiction, quoi, hein. Ce genre de choses est possible aujourd'hui. Je te fais juste une parenthèse, c'était une technique à une époque pour les gens qui voulaient changer d'identité, c'était d'essayer de trouver quelqu'un qui avait à peu près le même âge mais qui était décédé, et ça c'est assez facile à trouver, il suffit d'aller dans un cimetière, hein, en gros, et d'utiliser cette identité-là, et ça devient cohérent. L'âge, l'origine ethnique peut-être, la langue parlée, etc. Et ça passe beaucoup plus facilement que si on invente un nom sorti du bottin de téléphone, par exemple. Mais je ferme la parenthèse, c'est pas nouveau comme technique, c'est ça que je veux dire. Alors, il y a un point, donc ça c'était le premier point, hein, l'utilisation après la mort. Ça, ce que vous publiez aujourd'hui, sera potentiellement utilisé après votre mort, hein, donc réfléchissez-y. Nous, on aura beaucoup de vidéos de nous où on pourra facilement utiliser nos voix et nos images, hein, donc voilà, on l'assume. Et il y a un autre point là-dessus que je voulais vous sensibiliser, c'est que la plupart des gens ne l'ont pas encore fait, mais prenez 5 minutes. Sur la plupart des sites, et donc on vous mettra le lien sur Techno avec une série de sites, mais il y en a certainement encore d'autres. Vous avez la possibilité de définir des référents. C'est-à-dire que si tu prends Facebook, alors c'est pas tous le cas, hein, mais sur Facebook, tu vas dire, bien, cette personne, je lui fais confiance, c'est lui qui va pouvoir dire, désolé, mais il est décédé, et donc on va pouvoir contrôler mon compte, après la mort, sans avoir à se connecter en tant que mon compte, et là ils vont pouvoir dire, on le ferme, on fait tout disparaître, ou on en fait un mémorial pendant quelques années. Un espèce de parrain ou de marraine de mort, quoi, en gros. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Ouais. C'est un peu dur, mais tu peux définir effectivement un certain nombre de contacts qui auront cette responsabilité vis-à-vis du réseau social de dire,
il est décédé et maintenant voilà ce qu'on en fait. Bon, t'as intérêt à avoir bien confiance en cette personne parce que si tu t'engueules et qu'il décide que sur Facebook t'es mort, ça peut être voilà, ça peut être compliqué, hein. Enfin, ou Facebook ou ailleurs. Et la plupart des réseaux sociaux ont des procédures que vous pouvez donc mettre en place de votre vivant pour pouvoir vous dire bon, le jour où au moins il y a quelqu'un qui va pouvoir prendre le contrôle de mon compte Facebook, LinkedIn, Google, de mes mails, etc. Et donc là, c'est codifié aussi sur iCloud avec Apple. Il y a des procédures à chaque fois sur chaque. Regardez, c'est intéressant. Bon voilà, ça prend pas longtemps. Et puis, ça simplifiera le job de votre descendance le jour malheureux venu. Il y a aussi pour les crypto-monnaies, par exemple, pour voir comment vous gérez votre capital de crypto-monnaies, etc. Parce que là aussi, il y a des doubles, triples authentifications en numérique. Donc, forcément, tout ça est bien protégé. Mais voilà, il faut quand même que quelqu'un puisse prendre la main. Oui. Les mails, c'est les fournisseurs d'accès qui font ça ou oui. Enfin, ça dépend. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Oui, ça dépend un peu comment il faut. Ouais. Mais ça, il n'y a pas de standardisation aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a un très long article, par exemple, qui l'explique, mais avec différents exemples. Il est très long cet article, mais il est en anglais aussi, mais ça c'est pas grave. Mais ça a l'air d'être très détaillé, ou en tout cas, ça donne déjà. Faut donner parce que c'est le problème, hein, tu vois. Quand t'as quelqu'un, il a tous ses comptes. Déjà, faut savoir où il a tous ses comptes. Hein, donc c'est bien de détailler pour les héritiers, en disant, voilà, partout où j'ai un compte, ce que personnellement j'ai fait, hein, je suis assez jeune quand même, mais j'ai les trucs où sans avoir tous les accès, et ben voilà, partout où vous devez aller les gars, parce que là il y aura un problème. Un premier point peut-être, c'est de donner simplement accès à son wallet de mot de passe, son One Password, son Proton Pass, tu vois, parce que là il n'y a qu'un seul mot de passe, et là tu vois forcément partout où tu as des comptes qui ont été créés à minima, quoi. C'est ça, mais là ça devient de plus en plus difficile avec les années parce qu'on est vraiment sur tu vois, mon téléphone, pour ouvrir mon téléphone, il faut mon doigt. Et donc quand je suis mort, t'as plus mon doigt. Donc ça dépend, si quelqu'un te lègue son doigt, peut-être. Voilà. C'est un leg bizarre quand même. Je lègue mon doigt. Tout à fait. Tu oublies de préciser lequel. Mon pouce. Merde, c'est le pouce. Moi, je le fais avec l'auriculaire. J'ai reçu le major. J'ai eu un message. Ok, bon, c'était pas un sujet joyeux, mais on arrive quand même à se marrer parce qu'on est complètement crevé. C'est ça qui est drôle. C'est particulier, mais c'est comme ça. On a tout dit ? Je pense qu'on a tout dit, hein. Allez. Bon, ça c'est le sujet que... Alors, je préférais encore la mort, parce que... ça, ce sujet... On va parler de l'annonce de... C'était cette semaine ou fin de semaine dernière, je ne sais plus, le Huawei... C'était juste après l'annonce Apple. Oui, c'est ça, c'était un peu... Ils ont profité de cet appel d'air, entre guillemets, pour annoncer le Mate XT Ultimate 2000. Non, ça, c'est moi qui le rajoute. Mais je suis sûr que c'est un sujet pour se faire plaisir. Mais tu vois, je vais le traiter comme il faut. Traite-le bien. Oui, donc, donc là, la semaine dernière, il y a eu des annonces Apple pour l'iPhone 16, tout ça. Ouais, on en a parlé. Et voilà, le marché des smartphones, c'est un marché à grosse concurrence. Et donc, nos amis taïwanais, ou chinois, je vais dire, aidez-moi. Chinois, oui. Chinois, de Huawei, pardon, ont sorti du bois un petit téléphone qui peut devenir grand avec non pas une charnière, mais pour faire plaisir à Marc, 2 charnières. Donc il est pliable en 3. Et donc vous pouvez avoir un écran qui va de 6,4 pouces à 10 pouces. Donc c'est quand même une prouesse technologique. On ne peut pas nier le truc. Avec des PCB flexibles, avec un écran qui peut... Attends, laisse-moi Marc, laisse-moi aller jusqu'au bout. J'ai rien dit. C'est dingue. Marc, il adore les charnières. Ah oui, si tu veux que je parle, je vais parler. Ne me provoque pas. Donc, je ne m'étendrai pas sur les
les possibilités de ce truc avec un téléphone à 50 mégapixels, une charge rapide, une communication par satellite en cas d'urgence, ça, j'applaudis. Hein, c'est utile qui se trouve chez les autres, hein, on est d'accord. Oui, c'est ça. Bon, un prix démentiel de 2580 €. Pardon. Voilà. Bon, de toute façon, t'inquiète pas, on ne pourra pas l'avoir en France. Et pour l'instant, a priori, et c'est ce que disait l'article, c'est que Huawei a misé sur cette techno-là pour avoir une longueur d'avance par rapport aux Apple qui n'ont pas du tout misé là-dessus, sur cette techno-là, et par rapport à Samsung qui, voilà, aujourd'hui a un Z Fold mais qui est relativement épais, et donc la techno est on va dire, stoppée à un certain niveau chez Samsung, alors que eux veulent aller beaucoup plus loin en multipliant les charnières et en ayant des smartphones très très fins. Et là où moi, ce qui m'intéresse là-dedans, et je suis sûr que Marc, tu vas acquiescer ce questionnement, c'est pourquoi des entreprises mettre des millions d'euros sur une table et mettre des millions d'ingénieurs sur une autour d'une problématique qui, on est tous d'accord, rajouter de la et ultra casse-gueule d'un point de vue fiabilité, d'un point de vue voilà. Mais il y a un usage derrière. L'usage, c'est quoi? C'est que tout le monde veut avoir son téléphone de 6 pouces dans la poche, et il arrive au bureau, il le déplie, ou il arrive dans un train, il le déplie, et il peut avoir un grand écran ou une tablette sans avoir l'encombrement du truc. Moi, ça me pose quand même des questions. Je me dis, mais se lancer dans des projets technologiques aussi corsés, techniques et technologiques aussi corsés, oui, c'est pour avoir un avantage, mais c'est tiré par un usage. C'est bien qu'il y a des gens qui seront capables de les acheter parce qu'ils y voient un intérêt, et parce que si technologiquement ça répond à leurs besoins et que c'est fiable, et que ça a une certaine fiabilité, ça résout des problèmes et ça facilite la vie des gens. Voilà. Je ne serais pas client de ce genre de truc, mais je me pose vraiment... si les fournisseurs, si les constructeurs vont dans cette direction-là, et ils mettent les moyens, et ils mettent les ingénieurs, et voilà, c'est bien qu'il y a des gens qui vont les acheter. Pour des bonnes ou mauvaises raisons, mais est-ce que c'est bientôt la fin de la tablette? Est-ce que réellement on va pouvoir se servir de notre smartphone et jeter nos laptops à la poubelle pour 70% des usages? Ça me pose vraiment des questions, et je pense que il n'y a pas de fumée sans feu, pour revenir sur un ancien sujet. Un autre sujet. Mais s'il se lance là-dedans, c'est qu'il y a un débouché, c'est sûr. Oui, mais ça me fait un peu penser à l'époque des GSM. Tu te rappelles, Nokia sortait des modèles de luxe, aussi avec des prix incroyables. Et il y avait toujours un couillon qui a trop de sous, ou qui ne connaît pas la valeur de l'argent, qui l'achetait, parce que voilà, ça lui permettait d'appartenir à une autre caste, une autre société. Voilà. Je pense qu'ici on est sur un peu avec des sommes pareilles. Allez, parce que tu as donné la somme, mais c'est la somme minimale, parce que normalement ça va jusqu'à 3090 €. Le modèle le plus évolué entre guillemets, il a toujours que 1 téraoctet de mémoire. Voilà. C'est parce qu'en plus c'est pas un foudre de guerre, hein, le truc. C'est pas équivalent par exemple à une tablette du genre iPad Pro, ou voilà. Ça reste une tablette une fois que le truc est déplié pour consulter le web, lire ses mails, peut-être les écrire, etc. C'est pas non plus... c'est une démonstration technologique, certes. Voilà. Déjà qu'on voit le truc... Il n'y a pas un facteur 2 par rapport aux prix qui ont été annoncés pour l'iPhone 16, hein? Ça dépend du modèle. Oui, il n'y a pas...
Oui, voilà. Je modère un peu ton truc. Oui, c'est cher. Je ne serai pas client, je l'ai dit, mais... Moi, je pense que ces histoires de charnière, on était très contents après le Motorola de se dire je parle du GSM Motorola à clapet, tu vois. Il n'y a plus de mécanique dans les téléphones, ça va être un truc en moins qui va casser. Et là, on s'empresse, une fois qu'on n'a plus de mécanique, d'en rajouter, d'en remettre. On essaie de supprimer les boutons, de rendre les trucs tactiles parce que ça reste de la mécanique et que ça peut s'user et casser, etc. Et là, on te fait 2 charnières plutôt. Ça peut avoir un usage. Le principe même technologique de cette charnière sur des objets, peut-être dans le monde professionnel ou que sais-je, c'est une technologie qui n'est pas perdue pour autant, mais pour en faire des usages comme ça, moi, je trouve que c'est une dépense inutile. Enfin, c'est vraiment, je sais pas comment qualifier ça. Jamais j'ai envie de conseiller qui que ce soit d'acheter un bazar pareil. Voilà. Je lisais quelqu'un qui avait fait un commentaire, c'était sur un autre article sur le même sujet, qui disait mais quand on compte bien, si tu comptes une tablette plus un téléphone, t'arrives facilement à ce prix-là aussi. Il faut encore voir le modèle, il faut comparer ce qui est comparable à un moment donné. Voilà. Je sais que Sébastien voulait rajouter un truc. Moi, je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est oui, t'es pas friand. Mais je suis pas friand, mais voilà. T'es pas acheteur. Non. Alors, je suis pas foncièrement acheteur non plus sur le produit. Sinon, j'aurais peut-être déjà eu aussi une version pliable, que sais-je. Mais je regardais les vidéos de présentation et de test du truc. Je veux dire, la techno est quand même vachement impressionnante. Ouais. Parce que les mecs te font le téléphone. Rien que non, mais si tu prends l'épaisseur du truc, ça va. Ils auraient été capables de te mettre un téléphone. Juste une des 3 pièces, c'est le plus fin qui existe techniquement sur le marché. Oui, il y a un concentré de savoir-faire qui montre. Après, est-ce qu'ils vont vendre des millions ? C'est indéniable. Je doute. Mais il y a un concentré de techno qui est assez hallucinant. Pour les usages, on est d'accord. Oui, mais c'est ça. En pro, ça dont je parle. Et à part quelques personnes qui effectivement veulent en jeter, mais ou en pro, ou certains usages spécifiques qui vont se créer sur ce genre de truc, de l'avoir fait pour la technologie, ça ouvre aussi la porte à d'autres choses. Il y avait parce que là on le voit sur un téléphone, mais il y a eu quelques modèles de télé qui étaient aussi à des écrans qu'on pouvait rouler. Oui. C'est le truc que tout le monde a dans son salon et qui est pourtant la chose la plus inesthétique au possible, parce que c'est un grand écran noir 99% du temps et qui trône et qui est l'objet central dans le salon, alors que si ça pouvait être une petite boîte qui se relève, il y a eu une marque ou deux qui ont déjà fait des essais. LG avait fait ça, il avait présenté ça au CES il y a déjà 3 ans, je pense, oui, facilement 3 ans. Non, pas 3 ans, parce qu'on était en plein Covid, je pense, à ce moment-là, mais c'était même avant ça. Mais le problème, c'était le prix. C'est abouti. Quand les gens voient que, pour reprendre l'exemple de la télévision, qu'on peut avoir un meuble avec un petit système motorisé qui va cacher l'écran derrière le meuble et le ressortir, et qui va coûter peut-être 1/10 du prix de l'écran qu'on te propose, il y a d'autres solutions, c'est ça que je veux dire. Le premier, alors après le testeur sur lequel je suis tombé, il a quand même trouvé le bon moyen de faire des tests. Il faudra s'en inspirer, c'est que à chaque fois qu'il tourne le téléphone, il a des TikTok ou des vidéos de filles qui sont totalement dénudées, quasi dénudées, et donc ça attire quand même vachement le truc. Au niveau des prix, je te suis, mais les premiers écrans plats qu'on a vus quand on était jeune et moins jeune, c'était le prix d'une bagnole. Qu'aujourd'hui tu vas acheter une télé pour 500 balles dans ton salon. Raison. Les voitures étaient moins chères à l'époque. Genre, on entend tout et chez vous, vous avez compris qu'on a chacun notre opinion sur le sujet. C'est ça qui est bien aussi. On peut se le permettre.
On parle de plus en plus rarement de produits dans nos épisodes, et c'est très volontaire, hein, parce que voilà, il y a peu de choses à en dire, et quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, comme c'est le cas là, ça vaut la peine d'en parler. Je pense que quand Samsung sortira son modèle enroulable, on en reparlera sans doute aussi, et peut-être que les arguments seront différents. Personnellement, je pense plus, et je crois plus dans la solution de Samsung, hein, sur le côté, on roule, enfin... Il faut voir comment c'est fait pratiquement, mais sur l'idée, je préfère ça que des charnières, qui moi, me posent problème. Et technologiquement parlant, comme toujours, c'est pas parce qu'on sait faire quelque chose que pour autant, il faut le faire, surtout à ce prix-là. Voilà, c'est un peu ça... Moi, c'est ça qui me heurte un peu, c'est que ces histoires de mécanique, etc., pour des usages qui sont pas nécessairement... Je ne sais pas si c'est quelque chose de très attendu, si ça répond à un besoin, ce genre d'outils. Je me pose la question, hein, je ne dis pas que c'est pas le cas. Je me pose la question de savoir à quel usage ça répond, franchement. Les vieux qui ont besoin d'un grand écran ? Les malvoyants qui ont besoin d'un grand écran pour regarder les gens qui regardent des vidéos de Madame Toute Nue. Donc les personnes âgées et les malvoyants ne peuvent pas être pauvres, si je comprends bien. Voilà. C'est dans tous les cas. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous lancer dans des commentaires enflammés, que ce soit sur YouTube, dans notre newsletter, notre infolettre. Il est possible de faire des commentaires aussi. Hein. Je pense vous arrivez sur une page web où vous pouvez rajouter les commentaires, où voilà, on vous lira dans un endroit ou un autre, ou sur notre blog, lestechno.be, puisque vous l'avez trouvé aussi. Si vous avez trouvé la vidéo du test avec les Madame Toute Nue, le mec, il en met partout. Hein. C'est vraiment une manière de vendre qui est exceptionnelle. Ça me fait peur. Mais oui, bien sûr, mais c'est voilà. Il y a des arguments. C'est comme les journalistes qui te parlent déjà d'un écran qu'ils n'ont pas vu. C'est ce que je disais à propos de Samsung. On sent que les codes sont déjà bien implémentés par les équipes marketing. Donc ça aide aussi. Bon, ben voilà. Comme je le disais, vous ferez votre opinion. Et si vous le voulez bien, nous allons passer à la suite, et pas des moindres. Aurélien, lui, il bosse la semaine, il fait plein de trucs. J'ai un vrai métier. Oui, il paraît, mais là, tu travailles surtout bénévolement pour les technos pour l'instant. Mais et c'était l'occasion, tu as été retrouvé une de nos vieilles connaissances qui avait déjà fait une apparition chez nous. C'était dans l'épisode 434, si je ne dis pas de bêtises. Bien joué. J'ai retrouvé la référence. Ouais. Oui, souvenez-vous, je crois que c'était au mois de mars 2020. Non. Bon, au mois de février. Février, merci. Février 2024, j'avais pris contact avec Anthony Girardin, qui est professeur à l'EPIA à Genève, sur tout ce qui est énergétique, électrotechnique, pour parler des bateaux à foil, et on avait bien expliqué, je vous renvoie à l'épisode 434, pourquoi c'était plus intéressant énergétiquement de faire voler un bateau au-dessus de l'eau, plutôt que de le laisser flotter au-dessus de l'eau. Et donc j'ai repris contact avec Anthony parce que voilà, autour de nous, il y a de plus en plus de voitures électriques, on en voit partout dans les rues. Et la première chose qu'on regarde quand on a une voiture électrique, ou la première chose à laquelle on s'attarde quand on a une voiture électrique, c'est les batteries. Et donc j'ai interrogé Anthony sur les différents types de batteries, les différentes caractéristiques des batteries qu'on peut retrouver dans nos voitures électriques. Oui, alors volontiers. Donc les batteries qui majoritairement équipent les véhicules électriques aujourd'hui sont des batteries basées sur le lithium. Et ces batteries, elles sont utilisées parce qu'elles ont une densité d'énergie qui est supérieure aux technologies qui étaient utilisées précédemment. Mais comme chaque élément, elles ont leurs forces et leurs faiblesses. Et je me propose de vous présenter quelques généralités sur ces batteries lithium. Et quelque chose qui fait extrêmement peur pour les gens lorsqu'ils achètent une voiture, c'est la dégradation des performances des batteries dans le temps. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que ça va arriver. Il va y avoir une perte de capacité de stockage de la batterie. Donc ça veut dire qu'au fil du temps, la voiture parcourra moins de distance en étant rechargée même à 100%. Et puis, ça c'est un peu moins connu, mais il y aura à adapter la vitesse de charge.
Alors tout ça, en fait, c'est lié à quoi? C'est lié à la géométrie et à la chimie des cellules de batterie qui sont utilisées. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu comme la fameuse pub Calgon, où on vous dit que votre résistance de sèche-linge, de lave-linge, pardon, s'encrasse au fil du temps. Ben, en fait, c'est un peu ce qui se passe dans les électrodes, donc la partie interne des cellules de batterie. Et donc, au fur et à mesure qu'on charge et qu'on décharge, ben, en fait, il va y avoir une petite couche qui va venir se mettre et s'opposer au passage de l'électricité. Alors, en fait, cet effet-là, il va dépendre du nombre de charge et de décharge, un peu comme le lave-linge dont je parlais tout à l'heure. Plus vous faites de lessive, forcément, plus ça va arriver. Et puis, bah, vous savez que des fois, sur les lave-linges, on dit en fonction de la température, ça va varier. Et bien là, en fait, sur les batteries, cette perte de performance, elle va arriver. En fait, plus vous chargez au maximum proche des 100%, ou plus vous déchargez proche des 0%, ça va empirer la dégradation. Et puis, il y a un autre élément qui va arriver. Ça va être, plus vous rechargez rapidement, aussi, plus vous déchargez rapidement, plus les performances vont se dégrader vite. Alors on va préciser tout à l'heure pour les deux principales chimies de batterie lithium qui sont utilisées actuellement dans le véhicule, en quoi ça consiste et est-ce que finalement on le voit réellement sur la durée de vie du véhicule ou non. L'autre point que je souhaitais aborder, c'est, on parle souvent, il faut absolument que la batterie se recharge vite parce que quand je pars en vacances, j'ai pas envie d'attendre une demi-heure sur l'aire d'autoroute. Alors là, par rapport à ça, c'est vrai que au niveau des batteries lithium, nos amis chimistes savent faire différentes nuances de batteries lithium. Et en fait, ils peuvent faire soit des batteries qui stockent plus d'énergie, soit des batteries en fait qui vont fournir plus de puissance. Alors les vapoteurs, ils connaissent peut-être ça. Eux, pour leur machine à vapoter, ils ont besoin de pas mal de puissance. Et par contre, bah, les batteries, en fait, malheureusement, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on arrive soit à faire des batteries qui se rechargent et qui se déchargent très vite, soit on arrive à faire des batteries qui ont une bonne capacité. Et en fait, on n'arrive pas à avoir les deux en même temps. Donc on a toujours des compromis. Aujourd'hui, le choix des constructeurs automobiles pour gagner en autonomie, c'est de prendre des cellules de batterie qui ont l'autonomie, la capacité d'énergie la plus forte par unité de masse. Et donc en contrepartie, ça va pénaliser la recharge. Alors pour ça, ils ont pas mal d'astuces. Ils vont faire pas mal de choses et on va revenir un peu là-dessus un peu plus tard. On parle aussi régulièrement des pertes de performance, notamment l'hiver, parce que la capacité des batteries baisse avec le froid. Alors pour ça, en fait, ce qui est impliqué là-dedans, c'est la résistance au passage du courant dans la batterie. En électricité, on appelle ça la résistance. Cette résistance au passage du courant, elle augmente quand la température baisse. Donc ça a deux effets. L'effet que la résistance augmente en baissant quand la température baisse, c'est que cette résistance, elle va être source de perte d'énergie. Donc plus elle est grande, plus on va perdre d'énergie. Donc plus la température de la batterie est basse, plus on va perdre d'énergie par rapport à ce qu'elle va pouvoir restituer, parce qu'il va y avoir une grosse perte d'énergie dans la batterie elle-même. Et du coup, la contrepartie de ça, peut-être que certains l'ont expérimenté, c'est que comme la résistance augmente quand la température baisse, la contraposée, c'est que la résistance diminue quand la température monte. Et donc, pour charger rapidement une batterie de voiture aujourd'hui, il y a certains constructeurs qui préchauffent la batterie si on a programmé qu'on va charger la batterie rapidement, sur une bande de recharge rapide. Donc on va chauffer volontairement la batterie. Donc par exemple, s'il fait 15-20 degrés dehors, on va la monter à 35-40 degrés pour réduire la résistance au passage du courant lors de la recharge. Et pourquoi est-ce qu'on cherche à réduire cette résistance? Parce qu'on va avoir moins de pertes dedans. Et si on a moins de pertes dedans, en fait, la batterie va moins chauffer. Alors ça peut paraître très paradoxal. On va chauffer la batterie pour qu'après elle chauffe moins, en fait. C'est ça la démarche. Donc en fait, on va chauffer la batterie. Donc la résistance va baisser. Donc on va pouvoir mettre plus de courant avant qu'elle chauffe. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez chauffer votre batterie. Vous allez utiliser de l'énergie en fait avant d'arriver à la borne pour chauffer la batterie.
Et une fois que vous êtes à la borne en train de charger, ben en fait, on va envoyer tellement d'énergie tellement rapidement dedans que la batterie va avoir tendance à chauffer par elle-même. Et donc là, on va inverser le système. Donc la climatisation va venir refroidir la batterie pour s'assurer qu'elle ne dépasse pas une certaine température limite. Pour certaines cellules, c'est 55, d'autres 60, d'autres 70 degrés, soit 80 degrés. Et donc, tout l'art des constructeurs pour avoir une recharge rapide sans trop dégrader les performances, parce que tout à l'heure je vous ai dit aussi, faire une recharge rapide, ça va dégrader les performances dans le temps. Ben, en fait, tout l'art des constructeurs, il est là-dedans, toutes les connaissances, et c'est ça qui peut faire aujourd'hui encore la différence entre les différents constructeurs. Puisque j'en parle des recharges rapides, en fait, ces recharges rapides, les journalistes disent aussi pas mal de bêtises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils disent il faut un système 800 volts pour faire une recharge très rapide. Et ça, c'est vrai si on avait une batterie très grosse, parce que en fait, il y a un élément qui vient. Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut faire des batteries plus ou moins rapides à charger, mais elles ont moins de capacité. Et si elles ont beaucoup de capacité d'énergie, elles sont moins rapides à charger. Ben, en fait, ce rapport-là, en fait, il va y avoir un rapport qu'on va appeler le C-rate. C'est le rapport, en fait, en combien de temps la batterie elle va se mettre à charger. Donc un C-rate de 3, ça veut dire que la batterie elle va charger en 1 heure divisé par 3, donc en 20 minutes. Alors là, en fait, c'est ce qu'on voit sur les véhicules du marché, à peu près une batterie, en fait, comme chez Porsche, en fait, elle fait à peu près 100 kWh, elle va avoir une puissance de recharge de 300 kW. Chez Tesla, on a par exemple une batterie de 75 kWh, et ben elle va recharger à 250 kW. Donc en fait, ce rapport, en fait, comme je l'ai dit, c'est limité par des raisons de la chimie et de la thermique. Et ben en fait, c'est quand même globalement le même. Alors c'est vrai que le 800 volts, il va permettre de dépasser les 250 kW, mais en fait, par rapport à ce que je viens de vous dire, bah, avoir une architecture 800 volts, ça vaut le coup que si on a une batterie supérieure, grosso modo, à 80 à 100 kWh, mais en dessous, en fait, les bornes ne sont pas limitées, c'est juste, en fait, par rapport à ça. Et l'autre élément aussi, c'est qu'en fait, quand vous choisissez une voiture avec une batterie de 50 kWh ou une batterie de 100 kWh, bah en fait, le temps de charge il va être strictement le même parce qu'il est limité par la chimie et par la thermique. Donc l'avantage de prendre une batterie de 100 kWh, c'est que vous allez faire grosso modo 2 fois plus de distance qu'avec la batterie de 50 kWh, tout en ayant le même temps de recharge de 50 minutes, donc, de 30 minutes. Pardon. Donc en fait, finalement, si vous prenez une batterie de 100 kWh sur un véhicule, bah vous ferez 2 fois plus de kilomètres pour le même temps de recharge. Donc en fait, à ce niveau-là, les constructeurs, ils n'y peuvent rien. Encore une fois, c'est avec le matériel qu'on a aujourd'hui. Dernier point par rapport à la recharge, bah en fait, vous avez peut-être observé que la recharge est très rapide au début et elle est plus lente vers la fin. Donc là, par rapport à ça, il y a une limite qui est la limite thermique dont je vous parlais, c'est-à-dire que plus vous prenez du temps pour faire la recharge, bah, au fur et à mesure, ça va chauffer la batterie, donc au bout d'un moment, il ne faut pas qu'on se rapproche des limites dangereuses qui feraient que la batterie risquerait un emballement thermique. Et puis, on a une autre limite qui arrive en général vers les 80%, c'est qu'il ne faut pas dépasser un certain niveau de tension sur une batterie, sinon on la dégrade, et on peut même la dégrader de manière irréversible, donc la rendre inopérationnelle. Donc par rapport à ça, on va chercher à limiter la tension, et du coup, comme on limite la tension, on va limiter le courant qu'on va pouvoir mettre dans la batterie à ce moment-là, et du coup on va limiter la puissance. Donc voilà quelques éléments de base. Si on passe maintenant aux différents types de batteries, parce que ça, les constructeurs... on parle, enfin, faut vraiment fouiller pour trouver ces infos-là. Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui? Quelles sont les chimies qui sont utilisées? Et puis, quelles sont les différences qu'il y a entre les différentes chimies, d'un point de vue utilisateur? Alors, donc au niveau des chimies, on parle de lithium, et puis après, il va y avoir des éléments un peu plus spécifiques, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc historiquement, les premières batteries de grosse capacité qu'on avait sur les véhicules au lithium, chez Tesla, c'était des chimies dites NCA. Aujourd'hui, c'est des chimies qui sont très peu répandues en vente actuellement. Donc je vais me concentrer sur deux autres chimies qui sont NMC et LFP. Alors le NMC, c'est nickel, manganèse, cobalt, et LFP, c'est pour lithium, fer, phosphate. Donc ces deux sous-chimies de la chimie lithium, en fait, elles vont avoir quelques différences. Donc si vous regardez certains constructeurs, en fait, ils vont avoir du LFP et d'autres, ils vont avoir du NMC. Alors, d'un point de vue utilisateur,
la grosse différence, c'est que le NMC, aujourd'hui, en l'état actuel de ce qu'il y a sur le marché, si vous prenez une cellule de batterie NMC, elle va avoir à peu près 30 à 40% de capacité de plus à masse équivalente que la chimie LFP. Et puis au niveau du pack, en fait, donc un pack c'est quoi un pack batterie? C'est qu'on a en fait une seule cellule de batterie n'est pas suffisante pour atteindre une tension élevée pour alimenter des moteurs puissants. Et puis on n'a pas des fois assez de capacité avec une cellule, donc on va mettre, pour augmenter la tension, on va mettre plus de cellules en série. Donc on va les mettre bout à bout pour augmenter la tension. Et puis si on veut plus de capacité, on va mettre plus de cellules en parallèle électriquement. Ça vous rappelle peut-être quelques souvenirs du collège. Et donc par rapport à ça, une fois qu'on assemble toutes les cellules, on rajoute de la masse autour des cellules pour les câbles qui les relient, le système mécanique pour les tenir, le système de refroidissement, ainsi de suite. En fait là l'écart il se réduit à 15-20% entre les deux chimies. Donc finalement c'est plus aussi important que ce qu'on pourrait avoir de prime abord. Et puis, la capacité, en fait, ça c'est ce qu'il y a de brut. Mais en fait, les capacités, elle va, comme je disais tout à l'heure, elle va se dégrader au fil du nombre de cycles et un peu au fil du temps aussi. Plus on attend le temps, plus la capacité va se réduire sur une batterie. Alors en fait, sur une batterie LFP, en fait, on vient de dire qu'elle avait moins de capacité qu'une NMC, mais en fait, naturellement, la plupart des batteries LFP, elles peuvent faire 3000 à 7000 cycles si vous la chargez jusqu'à 100% et vous la déchargez jusqu'à 0%. Si vous la chargez pas complètement, vous la chargez jusqu'à 80 et puis que vous la déchargez pas complètement, vous la déchargez qu'à 20%, en fait, vous allez pouvoir faire 10 à 20 000 cycles. Alors, quand on donne ces cycles, c'est quoi? C'est que la batterie a perdu 20% de sa capacité initiale. Donc, si vous avez une batterie de 100 kWh, elle n'aura plus que 80 kWh. C'est-à-dire que si vous avez une voiture qui fait 500 km, elle ne fera plus 400 km à ce moment-là. Donc, vous voyez quand même sur la chimie LFP, il faut faire... Allez, même si vous chargez à fond tout le temps et vous déchargez à fond, prenons le cas le pire, 3000 cycles. 3000 cycles, si votre voiture elle fait 400 km de base, ça fait combien? Ça fait 1 200 000 km avant que vous ayez perdu 20% de la capacité. Et comme ça se dégrade relativement proportionnellement, finalement, si vous prenez une batterie LFP pour votre véhicule, en fait, il faudra attendre 500 000, 600 000 km pour être capable de voir la différence. Sur la NMC, c'est différent. Cette chimie de base, elle a beaucoup plus de capacité, on l'a vu tout à l'heure. Par contre, si vous chargez de 0 à 100%, elle va faire que 300 à 700 cycles. Si vous faites pareil de 20 à 80% la charge, là, vous pourrez faire 2000 à 4000 cycles. Donc là, si on prend le pire cas à 300 cycles, vous faites des charges complètes et des décharges complètes, 300 cycles fois 500 km, parce que cette batterie-là, en général, est mise sur des véhicules qui font plutôt 500 à 600 km, là, en fait, vous allez plutôt voir la différence autour des 150 000, 180 000 km. Vous allez avoir une perte un peu. Alors là, qu'est-ce qui se fait? En fait, les constructeurs, ils vont vous proposer chez Tesla, par défaut, de limiter à 80% la charge de votre batterie pour garder 2000 à 4000 cycles. Si on parle là-dessus qu'on est autour des 2000 cycles, vous voyez que 2000 cycles avec pareil 500 km par cycle, en fait, vous allez plutôt faire 1 million de kilomètres. Alors là, pour les spécialistes, je fais très grosse maille, je simplifie les choses, puisqu'en fait, si vous utilisez que 60% de la capacité de la batterie, vous faites que 60% des kilomètres. Donc si vous devez faire 500 km de base, vous utilisez que 60% de la capacité de la batterie, vous en faites plus que 300. Donc 300 fois 2000, c'est 600 000 km. Mais voilà, grosso modo... Restons dans les grandes lignes pour ici. Voilà. Et donc, ces deux chimies-là, il y a encore deux différences. En termes d'emballement thermique, ce qui fait très peur aux gens d'incendie, déjà le NMC est beaucoup plus stable que le NCA dont je parlais tout à l'heure, mais le LFP est encore plus stable et donc il faut vraiment sur le LFP aller chercher beaucoup les cellules pour... il faut qu'il y ait un mauvais réglage de la part du fabricant, un défaut de production pour qu'il y ait un problème d'incendie. Et par rapport à ça, c'est des batteries qui vont être pas mal utilisées dans le bâtiment pour ça. Et puis enfin, comportement en froid, tout à l'heure je disais qu'on perd de la capacité, on en perd un peu plus sur le LFP que sur les NMC. Et donc, comment ça se passe? Chaque constructeur ou sur chaque modèle, le constructeur fait un choix de technologie de batterie ou on peut choisir? Comment ça se passe? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le constructeur qui fait le choix en fonction de l'autonomie
de la masse, puisque je disais qu'il y en a une qui est un peu plus haute que l'autre à autonomie équivalente, et puis du coup parce que le LFP au niveau des cellules peut être entre 20 et 50% moins cher en fonction de différents paramètres que le NMC. Donc là typiquement sur les modèles pas chers on va mettre plutôt du LFP, sur les modèles plus haut de gamme on va mettre du NMC parce que les gens ils veulent plus d'autonomie, ils sont plus prêts à payer. Donc là par exemple il y a des fabricants qui ont le même modèle en LFP, en NMC, et du coup avec des autonomies différentes. Typiquement si on prend le modèle le plus vendu en électrique l'an dernier dans le monde, c'est la Y. Ben, en fait il y a un modèle 60 kWh de base, donc là c'est des batteries LFP, il fait 1909 kg puis il a 455 km d'autonomie, et puis vous avez le même en NMC avec pour le coup 75 kWh 78 pardon total, et puis là on va pouvoir faire du coup 600 un peu moins de 600 km pour à peu près la même masse de 1959 km. Par rapport à ça, là, les capacités, c'est les capacités totales des batteries. Les fabricants, ils ne vous autorisent pas à utiliser tout parce qu'ils vous laissent toujours un peu comme on avait sur les réservoirs d'essence à l'époque, un petit peu pour faire un peu plus. Et puis, ils ne veulent pas que vous alliez trop loin parce que là, ça dégraderait vraiment trop le nombre de cycles des voitures. Passionnant, notre ami Anthony Aurélien. Moi, je trouve ça passionnant. Je suis pas convaincu que qu'on va chercher sa voiture électrique au garage, le vendeur ou la personne responsable de la livraison vous donne ces renseignements-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Là. Hein, pas l'impression. Hein. Je pense pas non plus. Je rappelle, je ne sais pas si tu l'avais précisé, qu'Anthony donne cours à des ingénieurs, enfin de futurs ingénieurs à l'EPIA à Genève, et qu'il sera régulièrement chez les technos. C'est déjà prévu, c'est déjà booké pour d'autres informations de ce genre-là, toujours dans la veine, moteur électrique. On reparlera peut-être bateau à l'occasion ou autre chose. Voilà. Je sais pas si Sébastien avait une réflexion à faire par rapport à tout ça, enfin aux batteries de manière générale, quoi, lithium et autres. Par rapport aux batteries, pas spécialement, par rapport au sujet, je trouve ça assez passionnant parce qu'effectivement ça apporte un angle qui est plus académique en général que ce que la manière dont on traite les sujets, et donc c'est assez captivant. Et donc merci pour le sujet, c'est vraiment très chouette à écouter. En plus, c'est un podcast, donc si vous avez un petit peu perdu pied à un moment donné, vous pouvez revenir en arrière et écouter. Oui, parce que c'est costaud. C'est ardu, c'est costaud, c'est dense. Voilà. Ouais. Et on n'est pas tous ingénieurs. Et non. Et si vous voulez une deuxième louche, voire une troisième louche, vous nous le demandez, on vous le fait. Oh, j'ai déjà vendu la mèche, j'ai dit que c'était déjà booké. Donc voilà, on arrive au terme de cet épisode. Sur le même sujet ou sur un autre. Mais... Ah oui, bien sûr, évidemment. Merci en tout cas de nous avoir suivis, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de vos commentaires déjà par avance. Passez une très très bonne semaine. On est aussi à l'écoute de toutes vos recommandations et de tous vos commentaires autres que sur les sujets. Si vous avez des commentaires génériques par rapport au podcast, n'hésitez pas à les faire également. Merci Sébastien. Rien à rajouter ? Non, c'est bon. Merci Aurélien. Et on se dit donc à très bientôt. Salut.